En 1880, 3 hommes originaires d'un petit village d'Espagne créent une entreprise qui produit une boisson à base de jus de cola et de feuilles de coca. La boisson rencontre un grand succès, au point que les personnes à l'origine commencent à voyager pour présenter leur invention. 5 ans plus tard, en 1885, ils se rendent à Philadelphie pour présenter un prix de la boisson la plus innovante, et en profitent pour présenter ce qui s'appelle à l'époque le Cola Coca. Cette histoire est intéressante, et pourtant elle n'est officiellement pas à l'origine de la marque qui va nous intéresser aujourd'hui, Coca-Cola. Et oui, même si le Coca-Cola a été inventé en 1886, à savoir un an après la présentation du Cola Coca aux États-Unis, la boisson espagnole n'a jamais été revendiquée comme étant officiellement à l'origine du soda le plus connu du monde. Ça les a pas empêchés de racheter les droits lorsque Coca s'est implanté en Espagne en 1953. Après, c'est peut-être une coïncidence. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette anecdote, c'est qu'elle nous plonge directement en plein dans la période de la création du Coca-Cola, à savoir la fin du 19e siècle. Mes abonnés de plus de 40 ans pourront le témoigner, c'était une époque où le plagiat, notamment sur les boissons, était assez courant. John Pemberton, un ancien blessé de la guerre de sécession, devenu accro à la morphine à cause des douleurs, cherche alors à développer un breuvage qui pourrait le débarrasser de cette addiction. Il crée donc le French Vine Coca, avec un mélange de vin, de fruits de cola et de feuilles de coca, à l'origine de la cocaïne. D'où la fameuse rumeur et anecdote que vous connaissez tous sur le fait qu'au début, le coca contenait de la coke. Le premier problème que rencontre la marque, c'est qu'en 1886, à Atlanta, la ville où elle est implantée, l'alcool est interdit, avec le début de la prohibition qui est accompagnée par un mouvement de lutte contre la consommation d'alcool. Du coup, pour s'y adapter, Pemberton lance une nouvelle version sans alcool, qu'il présente plus ou moins comme un médicament qui se vend en pharmacie. C'était même censé guérir de l'addiction, mais également de certaines maladies comme les maux de tête ou les maux de ventre. Bon, autant vous dire que ça a jamais été le cas, mais à l'époque, la publicité, c'était comme le plagiat en termes de réglementation, c'était pas ultra au point. Bref, le coca commence à affluer dans les fontaines à soda qui existent à l'époque aux États-Unis. L'année suivante, la marque est rachetée par un homme d'affaires qui profite de la maladie et de la fin de vie du créateur. Et ensuite, elle commence à se diffuser dans tous les États-Unis avec une méthode qui paraît un peu dépassée aujourd'hui, mais qui à l'époque cartonnait, les coupons. En gros, le principe est simple, des employés de Coca distribuaient des coupons donnant le droit à une dégustation avec un verre gratuit, puis vu que les ingrédients du Coca-Cola sont hautement addictifs, et le consommateur retourne en chercher. Dans le premier épisode de la série Mad Men, ou encore dans l'excellent livre Propaganda, il est question de cette méthode qui a révolutionné le marketing au début du XXe siècle, et qui perdure encore aujourd'hui. Si vous habitez dans une grande ville, vous avez très probablement déjà croisé dans des gares des personnes vous proposant des dégustations gratuites. Derrière, la Coca-Cola Company est créée avec la mise en bouteille dès 1899. La boisson devient extrêmement populaire aux États-Unis, normalement vidée de la cocaïne, et s'implante en France dès 1919 grâce aux soldats américains qui sont restés après la guerre et ont partagé des bouteilles avec les Français. Pour autant, le début de Coca-Cola à l'international est un peu compliqué. En France, les producteurs de coca auraient été peu regardants sur l'hygiène lors de l'embouteillage, ce qui aurait rendu des consommateurs malades. Du coup, la Coca-Cola Company décide de reprendre en main la production internationale avec leurs propres usines. Le problème, c'est qu'en Allemagne, en 1933, un dictateur moustachu arrive au pouvoir. Et si au départ ça dérange pas Coca, qui sponsorise notamment les JO de 1936 à Berlin à ses côtés, le gouvernement allemand pénalise petit à petit les entreprises étrangères. Pire, après l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne et imposent un embargo sur le pays. Du coup, le sirop de Coca-Cola vient à manquer. Et comme vous le savez, la recette est secrète, encore aujourd'hui détenue par entre 2 et 5 personnes. Et donc, il est impossible de produire du coca en Allemagne. Mais les producteurs allemands refusent d'arrêter la production et créent donc une nouvelle recette à base de pulpe de fruits, de caféine et de restes du marché. Cette boisson cartonne et sera nommée le Fanta. Hein? Ça c'est quoi ça? Bah ça c'est mon pantalon. Un petit pantalon taille 32. Et c'est pour cette raison que Fanta appartient à Coca-Cola. Depuis, Coca-Cola est devenue une des plus grandes entreprises du monde. Elle est d'ailleurs l'entreprise qui n'est pas liée à la technologie la mieux valorisée. Et malgré l'échec flagrant et la perte de vitesse concédée dans les années 90 avec le New Coke sur lequel un créatif s'était penché, aujourd'hui il n'y a aucun doute sur la suprématie de la boisson gazeuse sur le marché. Pour autant, la marque a été confrontée à plusieurs scandales et dérives que je me dois d'aborder. Le premier concerne la pollution. Je ne vais pas vous faire un long discours sur le réchauffement climatique auquel la planète fait face ces prochaines années et la nécessité pour nos sociétés de réduire notre pollution. Cela passe notamment par une meilleure gestion de nos ressources et du plastique. Le problème, c'est que Coca-Cola produit plus de 3 millions de tonnes de plastique par an. Lors d'une opération de ramassage de déchets de grande envergure, c'est même la marque dont les bouteilles revenaient le plus souvent, au point que Greenpeace accuse même la firme d'être le premier pollueur plastique au monde. Mais l'emballage est loin d'être le seul problème du Coca. La boisson en elle-même en est un. Tout d'abord,
d'abord car elle est extrêmement sucrée, avec environ 7 morceaux de sucre pour une simple canette de 33 centilitres. Alors que l'obésité est une problématique qui touche durement les pays occidentaux, le Coca, au même titre que le McDo, apparaît comme fer de lance de cette lutte contre les aliments nocifs pour le bien-être corporel. Au Mexique, 70% de la population est en surpoids. Une nutritionniste estime même que la prochaine génération pourrait mourir avant 30 ans à cause de la consommation de Coca-Cola. Et le Mexique a d'ailleurs de gros problèmes avec la consommation de Coca. C'est plus simple d'avoir du Coca au Mexique que de l'eau. Le Coca fait donc face à de nombreuses critiques pour le moins légitimes. Pourtant, malgré la baisse de consommation de soda des Américains par exemple, elle reste une marque de premier plan et parvient à maintenir son hégémonie sur le marché des boissons sucrées et même de manière générale son chiffre d'affaires. Et cette prédominance, elle le doit en grande partie à son marketing et sa communication qui lui ont permis de devenir un objet de pop culture à part entière. Bon, en théorie, elle le doit aussi à de grandes campagnes de lobbying, notamment une lors de laquelle elle a payé plus de 8 millions d'euros des chercheurs dans le but de produire des études prouvant l'absence de nocivité du Coca. Mais donc s'il y a bien un domaine où Coca-Cola continue de briller, c'est par son marketing qui se repose sur une image construite de manière très intelligente. Il faut savoir que ce fut l'une des premières entreprises à investir massivement dans le marketing, plus d'1 million de dollars dès le début du XXe siècle. Et ce fut probablement leur meilleur choix. Et une question très simple va rapidement se poser: comment vendre une boisson qui est connue de tous comme nocive pour la santé et pour l'environnement, et dont le goût n'est pas forcément meilleur que ses concurrents? Dans un premier temps, Coca-Cola va se reposer sur son image de marque. L'entreprise bénéficie d'une longue existence qui lui a permis d'imprégner les esprits humains au point d'être l'une des marques les plus reconnaissables au monde, mais également en s'emparant d'éléments de la culture populaire. À commencer évidemment par le Père Noël, qui, contrairement à la légende, n'a pas été inventé par Coca-Cola, ni lui ni son costume rouge, mais dont la marque a participé à la popularisation sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Et autant vous dire qu'associer votre marque au Père Noël, c'est déjà gagner le cœur de millions d'enfants. Mais ce n'est pas le seul élément de la culture populaire auquel la marque tente et réussit même à s'associer. On a dans un premier temps les JO, comme j'en ai parlé plus tôt, mais également les compétitions de football, avec le succès retentissant de leur hymne pour la Coupe du Monde 2010 par exemple, que vous avez forcément déjà entendu quelque part. Même si, plus récemment, Cristiano Ronaldo a pas aidé la marque en enlevant les bouteilles de Coca lors d'une conférence de presse à l'Euro, faisant chuter durement le cours de la bourse de l'entreprise. Mais on peut aussi prendre les exemples des films avec la marque qui apparaît carrément sur Times Square dans King Kong, mais également dans le film culte futuriste Blade Runner, induisant l'idée selon laquelle, même dans un futur dystopique, Coca-Cola existerait encore. Il y a carrément un bureau de l'entreprise chargé à veiller à ce que les placements de produits dans les œuvres se déroulent correctement, ou par exemple si une œuvre se déroule dans le passé, qu'ils puissent avoir les bouteilles de Coca qui sont conformes à cette époque. A noter qu'ils ont commencé en 1916 dans The Mystery of the Leaping Fish, donc la pratique de ces placements de produits n'est pas du tout récente. C'est une stratégie très intelligente, comme je l'ai dit, pour une marque dont le produit est aussi décrié Coca-Cola. Au lieu de s'évertuer à tenter de faire croire aux gens que le Coca n'est pas mauvais pour la santé, ou même est meilleur en tout, l'entreprise va essayer de s'associer à des bons moments ou à des éléments de la culture populaire. C'est pour cette raison que les pubs de Coca-Cola s'appuient sur des moments de convivialité plutôt que sur des arguments rationnels. L'objectif n'est pas de vous inciter à boire cette boisson car elle est meilleure que les autres, mais parce qu'elle se rapproche de valeurs et de souvenirs qui vous sont chers. Et c'est d'ailleurs la raison principale de l'échec du New Coke. Et on le sait bien, puisque la vente de Coca s'appuie particulièrement sur la nostalgie de ses consommateurs, rompre avec l'histoire et l'image de la marque, c'est l'assurance de les perdre. C'est d'ailleurs pour cette raison que la police de Coca-Cola est la même depuis sa commercialisation, il y a plus d'un siècle. La dernière pub Coca contient parfaitement ce message, avec une volonté d'associer la marque à ce qui plaît aux jeunes et ressemble à un setup de streaming, et aussi la sensation de libération procurée par le fait de boire un Coca dans un repas de famille qui a l'air assez gênant, pour montrer que même dans les mauvais moments, Coca est là pour égayer le quotidien de ses consommateurs. Pour conclure, Coca-Cola est aujourd'hui évidemment bien plus qu'une boisson. C'est une marque, une entreprise qui possède énormément de boissons et une image qui a su traverser le XXe siècle. Elle a réussi, étonnamment non pas grâce à sa qualité d'adaptation, qu'elle possède tout de même avec l'innovation, notamment dans les formats des bouteilles, des canettes avec les canettes qui se séparaient en deux récemment, ou avec même les canettes qui avaient des prénoms qui ont cartonné, mais surtout elle a réussi à traverser les époques par son immuabilité. Si vous prenez une machine à remonter le temps, vous pouvez aller 70 ans en arrière dans la plupart des pays occidentaux et retrouver un verre de Coca ayant le même goût. Cette constance a permis à Coca-Cola d'imprégner l'inconscient collectif, comme je l'ai dit, et de passer au-dessus des nombreuses controverses auxquelles elle a dû faire face. Coca-Cola agit comme une source stable de plaisir pour ses consommateurs.
et c'est l'argument principal de la marque. Mais vous, dites-moi déjà, est-ce que vous buvez du Coca-Cola et quel est votre Coca préféré? Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le Coca Light, le Coca Zéro. Moi, je vais pas vous mentir, je bois pas de Coca, donc je pourrais pas vous répondre à la question. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Vraiment, partagez la chaîne autour de vous. Je fais mes vidéos totalement en indépendant, sans placement de produits, etc. Donc vraiment, le seul moyen de m'aider, c'est de partager la chaîne, de partager le contenu et de regarder mes vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes de La Face Cachée 2 si jamais celui-ci vous a plu. On se retrouve dimanche prochain, 15 h pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bros. Ciao.